Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Et nous commencerons par la 9e édition du Monaco Business organisée ce mercredi au Méridien Beach Plaza. Nous vous présenterons les intérêts de ce salon entièrement dédié aux entreprises. À cette occasion, nous écouterons le directeur général exécutif du Monaco Economic Board qui vient de signer un partenariat avec la Chambre de commerce italienne de Nice. Guillaume Rose nous expliquera l'enjeu d'une telle signature. La remise des prix des Sportel Awards s'est déroulée mardi en début de soirée au Grimaldi Forum. De grands sportifs étaient présents, dont notre invitée, la basketteuse Valeriana Yahi, ou encore Valerian Vukosavljević, depuis qu'elle s'est mariée à un basketteur serbe. Peu importe, elle a été médaillée de bronze au dernier JO et l'histoire est belle. Elle a participé à cette compétition alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Nous discuterons de tout cela avec Valeriane. Et toujours en basket, nous reviendrons sur la défaite inattendue de la Roca Team à Boulogne-le-Valois hier soir, 108-81 à quelques jours seulement du déplacement en Euroleague vendredi à Kazan. Rencontre que vous pourrez suivre en direct sur notre chaîne. Et pour finir, notre dernier invité, il est grand, il aurait pu faire du basket, mais il a préféré se consacrer au chant et il a bien fait puisqu'il est en demi-finale dans la compétition The Voice, l'édition All-Star. Nous avons rencontré Terence James à la Turbie où il habite. Il reviendra entre autres sur cette incroyable aventure et sur ses liens avec la principauté. Crisinda Tomel vous annonçait hier son ouverture. Le Monaco Business, un salon dédié aux entreprises monégasques, a été inauguré ce matin en présence du président du Conseil national. Alexandra Pani et Lionel Bernardi se sont rendus dans les allées à la rencontre des entrepreneurs monégasques, heureux de pouvoir se retrouver et échanger après ces 2 années complexes. Une journée consacrée à l'entrepreneuriat en principauté. Près de 1000 visiteurs sont attendus chaque année. Le salon Monaco Business propose un éventail des défis actuels en matière d'économie, notamment à l'heure de cette crise sanitaire d'envergure mondiale. Se retrouver pour en discuter et confronter ses expériences. Nos clients sont majoritairement monégasques et il est important qu'on puisse les rencontrer chaque année. Faire part aussi, les informer de nos nouveautés et puis prendre un petit peu de contact humain. Dans cette période où on est tous un petit peu distancés, c'est très agréable. Présent depuis la première édition du salon, le groupe Telis est un acteur majeur dans la transformation digitale en principauté. Il a su tirer avantage de son cœur de métier pour apporter des solutions à l'ensemble de ses clients pendant cette crise. Je considère que nous sommes dans un métier privilégié, puisque notre métier, c'est la communication unifiée, c'est de donner des solutions aux télétravailleurs. Donc malheureusement pour certains, mais nous, heureusement, on a pu, pendant ces 2 années complexes, maintenir une activité assez importante grâce au télétravail, grâce aux solutions nomades. Monaco Business, c'est une 50aine d'exposants et une journée animée de conférences. Les entreprises ayant un stand sont essentiellement monégasques. Johanna Audrouge est-elle la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise de Monaco. Sa présence ici était incontournable. Nous sommes ici avec nos chefs d'entreprise qui vont défiler au fur et à mesure de la journée pour présenter leurs entreprises, pour créer du networking avec des entreprises en principauté. Et donc nous sommes ici en tant qu'entrepreneuses pour faire connaissance avec 2 entrepreneurs, pour assister aussi aux conférences. Donc c'est important pour nous ici d'être présentes, d'être représentées et aussi de chercher de nouvelles membres pour adhérer à notre association. En début de matinée, le salon a été inauguré par le président du Conseil national Stéphane Valéry, suivi du discours inaugural prononcé par le ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Autre rendez-vous phare de la journée, une conférence autour de l'évolution des PME-TPE, réalisée par Pascal Lagarde, le directeur exécutif de BPI France. À l'occasion de ce salon, le Monaco Economic Board avait également organisé une signature avec la Chambre de commerce italienne de Nice. Guillaume Rose nous explique les enjeux d'un tel partenariat. Depuis des années, nous nous rapprochons de l'Italie, qui fait partie de notre bassin naturel d'emploi, mais aussi de business potentiel. Donc aujourd'hui, nous concrétisons un peu ce rapprochement avec la signature, avec la Chambre de commerce italienne de Nice, qui est extrêmement active dans la région. Alors concrètement, ça formalise ce qui existe dans les faits, c'est-à-dire que nous mettons sur un papier le bon état de notre collaboration et nous créons pour cela des structures dans lesquelles nous nous rapprochons. En fait, c'est un petit peu une manière de donner des cartes de visite, de signer ce type d'accord. On sait avec qui on signe, on sait aussi à qui on doit s'adresser au sein de cette chambre de commerce. Nous avons des interlocuteurs privilégiés, le tout est parfaitement formalisé et c'est comme ça que fonctionne ce type d'échange entre chambres de commerce. Une signature à l'occasion du Monaco Business. D'un salon économique, on passe à un salon sportif.
Les Sportel Awards ont réuni de grands champions en ce début de semaine, dont une basketteuse qui a marqué l'histoire des derniers Jeux Olympiques. Et elle est avec nous, Valeriana Yahi. Bonsoir. Bonsoir. On vous a quitté au JO à Tokyo avec une 3e place, une médaille de bronze. Et juste après le dernier match, vous avez annoncé que vous étiez enceinte de 3 mois pendant la compétition. Donc première question toute simple, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Je profite de cette grossesse maintenant que j'ai arrêté le sport de compétition. Voilà, j'en profite jour après jour. Le petit ventre grandit, ça grossit, le bébé grandit. Voilà, tout va bien. Et ces Jeux, vous les avez vécus comment? Parce que il y avait non seulement la compétition, comme tous vos partenaires, mais aussi le fait que vous étiez à ce moment-là une future maman. Comment vous avez vécu cette période? C'était intense, mais c'était intense comme finalement tous Jeux olympiques, comme toute compétition internationale. Voilà, je savais au fond de moi que oui, j'avais une belle histoire à raconter après finalement à cet enfant, mais la compétition a pris le dessus et étant très compétitrice, j'avais à cœur d'aller chercher une médaille et c'est ce qu'on a réussi à faire. Vous pourrez lui dire plus tard qu'elle a été médaillée de bronze aussi, alors finalement? Elle, oui, enfin le bébé, pardon, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, pardon. Je sais pas non plus du coup, donc personne ne sait. Mais oui, voilà, en effet, ça sera une belle histoire à raconter, un bel été. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 premiers mois. Championnat de France, championnat d'Europe, Jeux Olympiques, beaucoup de hauts, de bas, un contexte Covid. Donc il y aura beaucoup de choses à raconter. Et cette 3e place, cette médaille de bronze, comment vous l'analysez maintenant? C'est une belle 3e place ou finalement c'est pas suffisant pour vous? Bien sûr, ça reste une très belle médaille de bronze. Maintenant, on a envie de plus, on a envie de mieux. On aurait peut-être pu faire plus, peut-être pu faire mieux. Mais il faut aussi savoir apprécier justement cette médaille et se dire que sur les prochaines compétitions, on aura aussi peut-être un travail différent à faire pour aller chercher mieux. Quel souvenir vous allez garder de ces Jeux Olympiques? Quel est votre meilleur souvenir sur place? Je pense que sincèrement, ça sera ce podium assez inédit où chaque joueuse remet la médaille à la joueuse d'à côté. J'ai eu la chance d'être à côté de ma meilleure amie, celle qui m'a remis la médaille. Elle était dans la confidence concernant ma grossesse, donc forcément que ça a été un moment plein d'émotions. Comment vous pourriez définir l'équipe de France féminine de basket? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos de cette équipe? Déjà de leur dire merci parce qu'on a passé un été intense, avec des hauts, avec des bas, mais on a réussi à rester soudés. Les 12 joueuses, on a toujours été soudés. Voilà, et une belle équipe, pleine de caractère, pleine d'émotions à partager. Et le basket d'ailleurs, pourquoi avoir voulu faire du basket? C'était inévitable, c'est une histoire de famille, pas du tout? C'est une histoire de famille. Mon papa était international béninois, il a joué en 2e division française à l'époque. J'ai 2 frères qui sont aussi professionnels, donc voilà, c'est une histoire de famille. La suite, en ce qui vous concerne, quels sont vos projets? Parce que là, vous l'avez dit, vous faites une pause évidemment. La suite, c'est de profiter de cette grossesse, c'est de pouvoir découvrir le bonheur qu'est d'être maman, et puis ensuite de revenir au plus vite sur les parquets, de revenir pour aller chercher des titres nationaux, internationaux, des médailles. Voilà, donc j'ai déjà hâte d'être de retour. Aux dernières échographies, vous avez pu constater que votre futur bébé avait un potentiel, par exemple? C'est un grand gabarit, pas du tout? Alors on m'a dit que le bébé avait déjà de longues jambes. Après ça, je m'en doutais, le papa fait 2,5 m ou 1,85 m, donc j'imaginais qu'en effet, voilà, ça ne pouvait pas être un petit bébé. Vous suivez un peu le parcours de Monaco en basket, en championnat de France, là même s'ils ont perdu hier, ou en Euroleague. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? C'est pour moi une très belle équipe. Je sais pas, j'adore pouvoir regarder leurs matchs. Donc je leur souhaite une belle saison en Euroleague. J'ai suivi leur parcours l'année dernière quand ils ont été champions en Eurocup. Donc voilà, je leur souhaite une belle saison. Valeriana Yahi, merci. Merci beaucoup. Je viens de vous le dire, Valeriane. En basket, après une victoire sur le parquet de Roanne, les Monégasques sont complètement passés à côté de leur match à Boulogne-le-Valois hier soir. Au final, le score est très lourd. Défaite 108-81. Reportage de Frédéric Elion. Un cauchemar, une claque, une gifle, peu importe le terme, la Roca Team a sombré mardi soir sur le parquet de Boulogne-le-Valois, balayé par des Metropolitans qui ont montré bien plus d'envie pour infliger une première défaite à Monaco cette saison.
Dès le premier quart-temps, la Roca Team n'y est pas, ballon perdu, tir forcé. En face, les hommes de Vincent Collet récitent leur basket. Monaco n'arrive pas à défendre sur les pick and roll. Hunter et Cummings se régalent. Seul Ibrahima Falfaye est au niveau dans ce premier quart-temps, avec une grosse activité des deux côtés du terrain. 28-16 pour Boulogne-le-Valois à la fin du premier quart-temps. Monaco tente de réagir, toujours avec Falfaye, Andouzic ou Mike James qui termine à 22 points à 6 sur 15 au tir pour son premier match en Betclic Elite. Mais la Roca Team ne défend pas assez dur, les Metropolitans sont en feu niveau adresse, avec 67% de réussite au tir à la mi-temps. Zvezdan Mitrovic est expulsé pour 2 fautes techniques, 59-42 Levallois à la mi-temps, avec un Cummings déjà en double-double à la pause, avec 12 points et 10 passes. En début de troisième quart-temps, la Roca Team revient à -12, avec Mike James et Jerry Boutsiele. Melambelli est de courte durée, Boulogne-le-Valois est diabolique à 3 points. Macré, Michino, Konaté, l'écart repasse la barre des 20 points. Monaco lâche complètement, Boulogne-le-Valois compte jusqu'à 35 points d'avance et s'impose finalement 108-81. Pas le temps de gamberger, Monaco aura l'occasion de se racheter dès vendredi soir à Kazan pour son deuxième match d'Euroleague. Comme je l'avais dit en conférence de presse la dernière fois, il ne faut pas s'attarder sur Panathinaikos parce que je pense que c'est surtout Panathinaikos qui était très faible au premier match. Là on joue Roanne, on a du mal à les battre aussi, qui est une équipe qu'on devrait maîtriser beaucoup plus facilement. Et on arrive contre une bonne équipe bien préparée qui s'est pris aussi une tôle le dernier match, forcément avec plus d'intensité. On était préparé à ça et on était ridicule à ce niveau-là, sur l'intensité, l'envie. C'est même pas du basket, on va dire. Donc ça, c'est problématique et à nous de réagir là-dessus parce qu'on n'a pas le temps trop de réfléchir avec Kazan dans 3 jours. We started pretty slow. I don't have the real explanation why it happened, so we will analyze the game and we will try to find out what happened and try to recover in the best way, prepare for the next game in Kazan. Pas le temps de gamberger, Monaco aura l'occasion de se racheter dès vendredi soir à Kazan pour son deuxième match d'Euroleague. Deuxième match d'Euroleague à suivre en direct ce vendredi 18h sur Monaco Info, commenté par des spécialistes David Cosette et Ali Traoré. Sans oublier un autre rendez-vous, le premier match de Betclic Elite à domicile pour effacer ce mauvais pas hier. Et ce sera dimanche à 17h face au Mans. Nous avions en invité il y a quelques instants Valériane Ayayi, une championne de basket qui était à Monaco dans le cadre des Sportel Awards, dont la cérémonie de remise des prix vient d'avoir lieu, Christinda. Oui, effectivement, le rendez-vous du sport et des médias est toujours très prisé en principauté. La cérémonie des Sportel Awards, qui récompense les plus belles images de l'année dans le monde du sport, s'est déroulée mardi soir à Monaco. Alors, plusieurs prix ont été décernés à plusieurs journalistes français, comme le prix du ralenti ou encore le prix de la découverte à Guillaume Papin et Julien Ababsa pour toujours se relever d'eux. Le prix de l'innovation, quant à lui, a été décerné à La Liga pour l'utilisation de caméras cinéma dans la production de ces directs. Au terme d'un mandat de 3 années, Monaco, l'Australie et l'Indonésie ont officiellement passé leur présidence conjointe de l'ICRI aux États-Unis d'Amérique au cours d'une cérémonie virtuelle à laquelle a participé le prince souverain. Oui, et lors de cette cérémonie, un bilan a été dressé concernant les résultats obtenus au travers de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2020. La collaboration de tous les membres de l'ICRI a permis de mettre en évidence les valeurs écologiques, sociales et économiques des récifs coralliens et les menaces cumulées auxquelles ils sont confrontés, d'identifier les mesures à recommander aux décideurs politiques. La présidence qui s'achève pour Monaco a également permis de dynamiser le réseau mondial de surveillance des récifs coralliens dont le 6e rapport a été officiellement lancé à l'occasion de cet événement. Un rapport qui présente les résultats de la plus grande analyse jamais réalisée sur l'état de santé des récifs coralliens dans le monde et qui permet de constater les effets de la hausse des températures de surface de la mer et la disparition depuis 2009 de 14% des superficies de coraux. Cependant, le rapport montre aussi que de nombreux récifs coralliens dans le monde demeurent résilients et peuvent se reconstituer si les conditions le permettent.
vous nous donnez un rendez-vous sur Monaco Info pour demain. Oui, le président du Conseil national et les élus vous donnent rendez-vous ce jeudi à partir de 17 h pour sa traditionnelle séance publique, une première séance qui sera consacrée à l'examen de la loi de budget rectificatif. Une séance à suivre en direct sur Monaco Info à 17 h. Merci Christine. On vous retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de l'actualité, le temps de recevoir notre deuxième invité. Son visage et sa voix vous sont familiers si vous avez l'habitude de regarder sur TF1 le samedi soir The Voice. Il était demi-finaliste de la saison 9, il est revenu dans l'édition suprême The Voice All-Star et il s'est qualifié pour les demi-finales. Terence James, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien, et vous justement? Ça va super, merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans l'aventure The Voice All-Star? Autrement dit, de faire partie de ceux qui ont marqué l'histoire de The Voice. C'est la cour des grands, hein, en quelque sorte. C'est exactement ça, c'est le cours des grands et je suis honoré d'être là. Quand j'ai vu les répètes aux auditions à l'aveugle, le niveau il était tellement haut que je me suis dit ça serait incroyable si quelqu'un se retourne. Et pour le coup j'ai eu Zazie et Mika qui sont retournés, c'était incroyable. Je suis content d'être là. Et vous avez choisi Mika. Équipe Mika, ouais, je suis content, très content. Quand on regarde l'émission, il y a une bonne ambiance entre les candidats. On a l'impression que vous êtes les meilleurs amis du monde. Vous vous entendez vraiment bien? Alors pour le coup, oui, cette saison-là, il n'y a vraiment pas cet esprit de compétition. Parce qu'il y a certains artistes qui sont signés, moi je suis signé chez Sony, il y en a d'autres qui sont signés dans plein de maisons de disques, il y en a qui ont eu des très belles carrières, ils ont vendu beaucoup d'albums. Alors du coup, il n'y a pas trop ce sentiment de compétition, on n'a rien à prouver. On est là pour s'amuser et si on peut aller le plus loin possible, tant mieux. Et c'est vraiment une très très belle ambiance pour le coup. Qu'est-ce que vous a apporté The Voice professionnellement et humainement? Humainement, ça m'a apporté énormément The Voice pour le coup. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant. The Voice, ça m'a apporté tout. J'ai rencontré mon manager pendant la première saison. Et depuis, je me suis fait signer chez Sony Music, qui était un rêve depuis que j'étais tout petit. Et on est là, en train de discuter, c'est très cool. Et on est là pour la suite des émissions. D'ailleurs, comment ça se passe concrètement? On l'a vu samedi dernier, vous vous êtes qualifié pour les demi-finales. Trop content. Là, les demi-finales, elles ont déjà été enregistrées, c'est en direct. Quand est-ce que ça passera? Non. Alors, c'est en direct, samedi le 16 octobre. Ouais, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. Donc, il faudra qu'on vote pour vous, alors, si c'est en direct? J'espère. C'est un message qu'on commence aux téléspectateurs, alors. D'où vous vient ce talent de chanteur? C'est depuis tout petit, c'est inné, c'est du travail, c'est le whisky écossais qui vous apporte ça? Le whisky écossais. Comment se fait que vous chantiez si bien? Le whisky écossais peut-être, je sais pas. Enfin, quand j'en bois, je pense que je chante encore mieux, mais en fait non. Mon grand-père, il était chanteur. Et il est décédé avant que je suis né. Mais ma mère, elle dit que j'ai exactement la même voix que lui. Alors pour le coup, je pense que c'est de mon grand-père que j'ai eu cette... je sais pas, ce début de quelque chose qu'après j'ai travaillé, j'ai développé derrière. Et ouais, je pense que c'était mon grand-père. Vous êtes de la Turbie, quels sont vos liens avec la principauté? À l'âge de 2 ans, mes parents ils ont déménagé sur la Côte d'Azur, à Saint-Paul-de-Vence justement. Et mon père, il a pris un appartement à Monaco. Alors du coup, toute ma vie, j'ai grandi dans la principauté et autour sur la Côte d'Azur. Très bien. Alors j'ai eu beaucoup de chance en grandissant ici parce que pour moi, c'est l'endroit le plus beau du monde. Et j'espère pouvoir rester ici toute ma vie. J'adore. La suite, vos projets après The Voice, vous préparez un album, je crois? Absolument, là on est dans mon studio et j'ai un ami qui est juste là et on est en train d'écrire pour mon album, pour le sien aussi. Et j'ai plein de gens qui viennent travailler avec moi. On travaille sur plein de singles et plein d'albums, j'espère. Mais écoutez, nous avons une émission musicale sur Monaco Info, Backstage. En tout cas, vous êtes franchement le bienvenu. Avec grand plaisir, ça serait avec grand plaisir, absolument. Écoutez, le 16 octobre, on est tous devant The Voice et puis on vote pour Terence. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé, merci. Christina, la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre se tiendra prochainement à Monaco. Elle clôture une année de riches lectures et met chaque année en valeur de nouveaux écrivains. Oui, les lauréats de l'édition 2021 seront annoncés lors de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre qui se tiendra le mardi 12 octobre à 20 h à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo. Le prix de la composition musicale sera remis au cours de cette édition ainsi que le prix littéraire, la bourse de la découverte ou encore le coup de cœur des lycéens. Le prix de la principauté sera quant à lui décerné conjointement avec les rencontres philosophiques. À noter que l'attribution
du coup de cœur des jeunes mélomanes et du tremplin musical traditionnellement décerné durant les 2 années qui précèdent le prix de la composition musicale avait été reporté à 2021 en lien avec la crise sanitaire. Ils seront donc également décernés lors de cette cérémonie. Un hommage sera également rendu au compositeur membre du conseil musical disparu cette année, Cristobal Halfter. Informer les parents et les enfants des dangers d'Internet et des outils numériques, telle est la mission de l'association Action Innocence, qui œuvre depuis plus de 18 ans en principauté. Effectivement, Fabien et l'association habituée à intervenir lors de rencontres auprès des jeunes et de leurs parents relance son cycle de conférences. Mais en raison de la crise sanitaire, ces conférences auront lieu par le web. Le lundi 22 novembre, la popularité de TikTok sera au cœur des débats. Le mercredi 14 décembre, le thème sera « Mon enfant, mes réseaux et moi ». Et en février, puis en mars, les jeux vidéo et le temps passé sur les écrans seront mis en avant. Pour parler ensuite en mai d'un danger qui touche les adolescents, la pornographie au travers du net. Alors autant de conférences que vous pourrez retrouver sur le site www.aimc.mc. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Une nouvelle exposition à découvrir au sein de Hauser & Wirth Monaco. Pour sa première exposition, l'artiste new-yorkaise Rita Kerman présente un nouveau corpus d'œuvres de sa série Mama, des peintures aux compositions visuelles qui oscillent entre abstraction et figuration, à découvrir de toute urgence jusqu'au 23 décembre. Et puis un rendez-vous à noter dans vos agendas si vous souffrez de douleurs articulaires. Une réunion médicale se tiendra ce samedi à partir de 15 h au Méridien Beach Plaza. Le thème, les rhumatismes inflammatoires. De nombreux experts et professionnels seront présents, dont plusieurs médecins rhumatologues du CHPG. Les conférences débuteront à 16 h. Un point météo pour finir, quel temps fera-t-il demain ? Jeudi, le temps qui s'installe est généralement clair, mais au cours de l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. Par instant, le soleil apparaîtra à travers les nuages. Côté climat, il fera 20 degrés au meilleur moment de la journée et 11 pour les températures les plus fraîches. Le soleil se lèvera à 7 h 33 et se couchera à 19 h 03. Jeudi 7 octobre, nous fêterons les Serges. Et des Serges connus, il y en a beaucoup, Serge Gainsbourg, Serge Reggiani, Serge Prémont et autres. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, comme chaque jour, vos photos de fin de journal. Hier au soir s'est déroulée la remise des prix des Sportel Awards. On en a parlé avec un parterre de champions, toutes disciplines confondues. Ce sont des clichés appris par Michael Alési. Je vous propose de retrouver demain Émilie Rousseau, ici même, à 19 h. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt. Au revoir.